Imagine survivre là où le toit, le travail et la nourriture viennent des déchets. C'est un code que peu, très peu comprennent. Au cœur d'un Caire tentaculaire, loin des mosquées dorées et des avenues animées, une montagne d'ordures s'élève comme une ville dans la ville. Ici, la terre n'existe plus. Sous les pas, ce sont des sacs plastiques usés, des canettes rouillées, des carcasses de meubles. L'air est lourd, piquant, saturé d'une odeur qui ne se nomme pas. Ce n'est ni le pourri, ni le brûlé, ni le chimique, mais tout cela à la fois. Une respiration ici vaut une initiation. Le sol grince sous les pneus des camionnettes qui déversent leur chargement. Les cris des hommes se mêlent aux cliquetis des trieuses, aux aboiements des chiens errants, aux appels des enfants qui jouent entre les conteneurs. Rien ne semble organisé, et pourtant tout suit un rythme. Chaque geste, chaque regard, chaque objet déplacé répond à un ordre invisible, un code tissé par la nécessité. Il ne s'agit pas d'un bidonville. C'est une ville vivante, respirante, faite d'ordures et de survie. Les murs sont construits à la main, avec ce que la ville d'en haut rejette. Les toits fuient, mais abritent. Les repas sentent l'effort et l'invention. Ceux qui vivent ici ne mendient pas. Ils codent leur monde. Et ce que vous allez découvrir ensuite défie les idées reçues sur la dignité, la foi et la reconstruction. Avez-vous déjà vu une ville entière bâtie sur ce que d'autres veulent oublier? Le chaos n'empêche pas la structure. Au contraire, il la provoque. Au pied de la montagne d'ordures, des familles ont bâti, génération après génération, des maisons en briques, en ciment, parfois en tuiles dérobées à l'oubli. Rien de métallique ici, mais une architecture de la survie, pensée avec les mains, calculée avec l'œil. Les murs ne sont pas toujours droits, mais ils résistent. L'espace est restreint, les ruelles s'enchevêtrent, laissant juste assez de place pour que deux charrettes se croisent. Pourtant, chaque coin a une fonction précise. L'ordre se lie dans le désordre apparent. Il y a une logique dans les itinéraires, une intelligence dans la manière dont les matériaux sont triés, empilés, réutilisés. Le mot qui revient ici, souvent chuchoté, jamais enseigné à l'école. Code. Un enfant apprend à reconnaître le poids d'un sac, la valeur d'un plastique, le moment exact où intervenir. Chaque geste transmis entre père et fils, entre sœurs, entre voisins, fait partie d'un alphabet de la débrouille. Celui qui ne connaît pas ces signes est perdu. Ce n'est pas un savoir, c'est une langue vivante. Vous imaginez ce que cela signifie de naître dans un monde que tout le reste du pays préfère ne pas voir. Abonnez-vous, car ce que vous êtes en train de découvrir ne s'apprend nulle part ailleurs. Ce n'est que le début. Le prochain choc visuel vous attend déjà. Dans cet univers où tout semble dicté par la nécessité, un contraste bouleversant apparaît. Parmi les sacs de plastique, les cartons humides et les va-et-vient des adultes penchés sur les déchets, des enfants apparaissent. Certains tout petits apprennent déjà à trier, reconnaissant à l'odeur ou au toucher ce qui vaut encore quelque chose. Mais ce qui frappe le plus, c'est autre chose. Ce sont les uniformes impeccables qu'ils portent, bleus, blancs ou beiges, comme un refus silencieux de se laisser engloutir par ce qui les entoure. Ils vont à l'école. Pas tous, pas toujours, mais assez pour que cela surprenne. Les établissements sont là, visibles, parfois abîmés, souvent débordés. Et pourtant, à l'intérieur, on entend des récitations, des lectures, des chiffres lancés à haute voix comme des affirmations d'existence. Ici, l'éducation n'est pas une solution magique, mais un code parallèle. Une tentative de maintenir une structure dans un monde qui semble fait pour s'effondrer. Comment ces enfants traduisent-ils le monde lorsqu'ils sortent de ces salles de classe pour revenir entre les ordures? Comment construire une vision de l'avenir quand les murs eux-mêmes racontent une histoire d'abandon? Regardez bien leurs regards. Ils en savent plus qu'ils ne peuvent en le dire. Plus loin dans cette ville de déchets, un autre code vous sera révélé. Un code silencieux, inscrit non dans les mots, mais dans les odeurs.
vous n'êtes pas prêt pour ce que vous allez découvrir. On pourrait croire à un chaos permanent, à une masse informe de détritus gérés à l'instinct. Mais à mesure qu'on observe, une autre vérité se révèle. Chaque geste a sa place, chaque sac un itinéraire. Ce qui paraît aléatoire suit en réalité une logique millimétrée. Les camions passent à heure fixe. Les habitants savent d'avance ce qu'ils transportent, d'où ils viennent et à qui ils doivent remettre leur contenu. Les déchets sont triés non selon un plan centralisé, mais selon un savoir collectif transmis et respecté. Le plastique, le métal, le carton, chaque matière suit son chemin, dans une symphonie désorganisée mais redoutablement efficace. Qui décide de tout cela? Personne. Et pourtant tout fonctionne. C'est ici que le mot code prend toute sa force. Pas écrit, pas dicté, mais intégré. Un ordre sans ordre, une discipline née de la nécessité. Vous avez déjà vu un système fonctionner sans chef, sans règles officielles, juste par transmission tacite? Cliquez sur le like si ce monde vous fascine autant qu'il dérange. Dans cette mécanique silencieuse et précise, il y a une force qu'on remarque à peine au début. Pourtant, sans elle, rien ne tournerait. Ce sont les femmes qui tiennent ce système debout. Elles trient, lavent, transportent, nourrissent, négocient. Elles connaissent à chaque coin, chaque odeur, chaque fluctuation du marché informel. Elles ne portent pas d'uniforme, n'ont aucun titre, mais elles dirigent. Certaines sont à la tête de groupes de tri, d'autres forment des plus jeunes, d'autres encore organisent les horaires, les repas, les ventes. Elles imposent le respect non par la force, mais par la constance. Vous connaissez une femme forte, discrète, Mazin Bativel? Partagez nos commentaires. Ici, ces femmes sont les véritables reines de l'ombre. On les voit porter des charges inimaginables, puis préparer le thé avec grâce. Leur pouvoir n'est inscrit dans aucune loi, mais tout le monde le reconnaît. C'est une autre forme de code, un code silencieux transmis de mère en fille. Et pendant qu'on admire leur force, un autre détail surgit. Certaines d'entre elles, après une journée entière au milieu des déchets, enseignent à lire à leurs enfants à la lueur d'une ampoule nue. Ce que vous allez découvrir ensuite, c'est l'endroit où elles se retrouvent, à l'écart du vacarme, pour parler, échanger, souffler. Cliquez nos likes si cette puissance invisible mérite enfin d'être vue. Elle ferme la porte de tôle, range les outils du jour et dans un geste presque chorégraphié, dépose les sacs triés à l'entrée d'une ruelle où attend un camion discret. Ce camion n'est pas là par hasard. Il fait partie d'un réseau bien plus vaste, bien plus structuré qu'on pourrait l'imaginer en observant ce chaos apparent. Car cette ville faite d'ordures alimente une économie parallèle qui touche directement les entrailles du Caire. Ici, chaque bout de plastique, chaque pièce de métal, chaque fibre textile a une valeur. Des entreprises, souvent anonymes, dépendant de ce travail invisible. Le verre devient sable broyé, le carton un emballage neuf, le plastique un produit fini. Et tout commence dans cette poussière. Dans cette chaîne silencieuse, les déchets deviennent matière première. Alors on se demande, jusqu'à quel point une ville rejetée peut-elle faire respirer une capitale? L'économie officielle oublie de mentionner ce poumon caché. Pourtant, sans lui, une partie du Caire suffoquerait. Ce que vous verrez ensuite est encore plus surprenant. Dans cette dynamique de revalorisation, certains inventent, transforment, recyclent au point de créer des objets d'une ingéniosité troublante. Dans le tumulte des camions, dans le vacarme du plastique écrasé et les cris des vendeurs de métal, une fissure dans la montagne s'ouvre comme un secret jalousement gardé. On y entre à pied, guidé par une lumière timide qui filtre entre les roches. Et soudain, tout change. Une cathédrale, creusée à même la pierre, immense, inimaginable. C'est la plus grande église du Moyen-Orient, et pourtant, si peu savent qu'elle existe. Les murs sont sculptés à la main, chaque recoin, chargé de scènes bibliques figées dans la poussière. Des bancs alignés, une sono fonctionnelle, des chants s'élèvent,
portés par une foi silencieuse, enracinée dans le chaos. Ici, la spiritualité ne se crie pas, elle se grave dans la pierre. Et ce contraste bouleverse. À quelques mètres des ordures, des enfants prient, des familles chantent, des hommes s'agenouillent. Une élévation intérieure au cœur même de ce que le monde rejette. Alors dites-moi, vous aviez déjà vu un sanctuaire caché sous Al-Lahna, les débris d'une ville rejetée? Laissez votre réponse en commentaire. Ce n'est pas seulement une église, c'est une réponse à l'oubli, une résistance sculptée. Et ce n'est pas tout. Ce que vous allez voir ensuite révèle comment l'espoir, même discret, devient un pilier social. Dans ce lieu, certains redonnent sens à l'existence par l'éducation, la solidarité et une force collective qui se transmet en silence. À la sortie de la cathédrale creusée dans la pierre, le monde extérieur reprend son rythme brutal. À l'aube, déjà, les premiers moteurs grondent. Les camions s'alignent, les habitants sont debout, chacun connaît sa place. Les mains s'activent sans hésitation. Les sacs sont ouverts, les matières séparées, les voix échangent en cadence. Le plastique froissé devient son de fond. La poussière s'élève en nuages familiers. Il n'y a pas de pause, pas de répit, juste un mouvement continu. Ce qui, ailleurs, semblerait insoutenable, ici, est devenu routine. Une mécanique interne qui permet de tenir, de penser à autre chose ou à rien. Le temps n'est pas mesuré en heures, mais en flux de déchets. Les gestes deviennent boucliers, les tâches un code invisible qui protège l'esprit. Et pourtant, au milieu de cette répétition presque militaire, il reste des interstices d'humanité. Ce que vous verrez bientôt, ce sont ces moments minuscules où le quotidien laisse passer un éclat de beauté inattendu. Mais derrière ce rythme maîtrisé, il y a une autre cadence, plus sourde, plus insidieuse, celle des corps qui s'usent en silence. La poussière est partout, invisible parfois, mais présente à chaque respiration. Elle se glisse dans les poumons, s'incruste sur la peau, se dépose sur chaque surface. Certains en rindent, d'autres toussent sans arrêt. Les enfants courent, respirent si fort, sans savoir que chaque jeu est aussi une exposition. Les gestes quotidiens deviennent des risques répétés. On parle peu des douleurs, mais elles existent. Fatigue chronique, maux de dos, blessures infectées par manque de soins. Pourtant, une forme de prévention existe. Des gants usés, des masques faits maison, des savons artisanaux. Le savoir se transmet par l'expérience, non par les manuels. Ce sont des codes de survie, inventés, adaptés, améliorés à force de vivre dans ce chaos ordonné. Comment un organisme peut-il tenir aussi longtemps dans un environnement si hostile? Et surtout, que reste-t-il quand le corps commence à céder? Ce que nous allons voir ensuite remettra en question l'idée même de ce que signifie être fort. Attendez de voir. Et pourtant, malgré les risques, malgré l'usure, il n'y a ni plainte ni posture de victime. Ceux qui vivent ici ne demandent pas de compassion. Ils réclament de la reconnaissance. Ils ont bâti un système structuré, fonctionnel, durable. Ils savent ce qu'ils valent. Le mot dignité revient souvent. Dans les gestes, dans les paroles, dans les silences. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas la pitié, mais le respect. Certains disent qu'ils voudraient être vus pour ce qu'ils sont, des travailleurs essentiels, invisibles, mais indispensables. Ils nettoient, trient, recyclent ce que la ville rejette. Et si ce que nous considérons comme marginal n'était qu'un reflet de notre propre aveuglement? Jusqu'à quel point notre regard façonne ce que nous pensons être la vérité sur ces lieux? Il est temps d'ouvrir les yeux, de regarder autrement. Car ce qu'il reste à voir, là où on s'attendrait au désespoir, c'est peut-être le cœur, le plus vibrant de cette ville. Il reste cette impression qui ne s'efface pas, celle d'une ville dressée sur ce que les autres jettent. Une ville qui respire, qui pense, qui résiste. Ici,
Rien n'est propre, mais tout est codé. Chaque geste, chaque mur, chaque trajet porte un sens. Un savoir transmis sans livre, une intelligence forgée dans la poussière. Les codes sont là, visibles seulement pour ceux qui acceptent de regarder au-delà. Et si l'ordre que nous connaissons n'était qu'une illusion, confortable? Et si, dans ces ruelles saturées de déchets, se cachait une forme de savoir plus ancienne, plus ancrée, plus lucide? Celui qui naît quand il ne reste plus rien. Si vous êtes encore ici, ce n'est pas un hasard. Cette communauté déchiffre ce que d'autres préfèrent ignorer. Laissez un commentaire, partagez ce que vous avez ressenti et surtout, ne partez pas sans vous abonner, car ce que nous allons révéler ensuite pourrait bien remettre en cause tout ce que vous pensiez savoir.